Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La France ferme ses frontières pour les pays hors de l'Union européenne. La Suisse n'est pas concernée. Aucun test PCR n'est exigé pour l'heure aux frontières terrestres. Mais la confusion régnait aujourd'hui. Reportage en France voisine. Dans l'actualité politique, les délégués de l'UDC étaient réunis en assemblée virtuelle ce matin. L'occasion de plébisciter l'initiative sur l'interdiction de se dissimuler le visage. L'occasion aussi de tirer à boulet rouge sur la stratégie sanitaire du Conseil fédéral. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Les jumelles Livia et Alessia étaient enlevées par leur père. L'affaire avait ému tout le pays. Qu'a-t-on appris de ce drame? Pourrait-il se reproduire aujourd'hui? La députée socialiste Jessica Jacou plaide pour un assouplissement de la procédure d'alerte enlèvement. Dans cette édition également, on s'offrira une petite parenthèse de bien-être. On apprendra à lâcher prise grâce au conseil du philosophe français Fabrice Midal, un apprentissage salutaire en ces moments de crise. Et puis en fin de journal, vous verrez que rien ne semble pouvoir stopper l'Aragout Berami cette saison. La Tessinoise s'est imposée ce matin en Super G à Garmisch. Elle décroche ainsi le 29e succès de sa carrière dans sa discipline de prédilection. C'est donc la confusion qui régnait aujourd'hui pour de nombreux Suisses partis faire leurs achats en France. Hier, le Premier ministre français Jean Castex annonçait l'obligation d'un test PCR pour tout voyageur en provenance de l'espace européen, Suisse compris. Mais cette mesure ne s'appliquerait pas aux personnes arrivant par la route et par le train. Tristan Dessert et Hélène Joachim. Valse de caddie aujourd'hui dans ce supermarché proche de la frontière genevoise. Les plaques suisses occupent quasiment tout le parking et c'est la cohue. C'est super plein, archi plein. J'ai attendu entre 20 et 30 minutes pour payer à la caisse. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas habituel. Les annonces hier soir du Premier ministre français ont tout chamboulé. Des annonces qui sont plus que floues pour les frontaliers qui se sont précipités pour faire leurs courses. Franchement, c'est très incompréhensible. J'ai compris qu'à partir de dimanche, je pense, on ne pourra plus aller et venir. À partir de demain, normalement, tout est fermé par rapport à la communauté européenne. Apparemment, ils allaient fermer les frontières à partir de dimanche soir minuit. Mais c'est vrai que c'est pas clair. Ce matin, c'est appelé entre la famille pour demander. On n'y comprend plus rien. On a le droit, on n'a pas le droit. Il faut un test PCR. Après, il n'y a plus besoin. On va acheter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si lundi on pourra. Pour le département fédéral des affaires étrangères, pas de panique. La France considère que la Suisse fait partie de l'espace européen. Elle n'est donc pas concernée par l'interdiction d'entrée et de sortie pour les pays tiers. En clair, la France ferme ses frontières aux pays hors espace Schengen. Et pour les pays de l'Union européenne et la Suisse, elle impose certes un test PCR négatif aux transports maritimes et aériens, mais pas pour les transports terrestres, selon le site des affaires étrangères françaises. Problème, la communication officielle n'ayant pas été harmonisée, le doute plane pour les élus. Nous souhaitons que la spécificité de la métropole binationale du Grand Genève soit reconnue. Ce que j'appelle la mobilité du quotidien, c'est-à-dire les relations familiales, les relations quelquefois scolaires, d'étudiants, enfin tous ceux qui sont amenés à passer la frontière dans un sens ou dans l'autre d'une manière régulière et qui habitent cette métropole d'1 million d'habitants puissent le faire sans être obligés de présenter un test. Côté suisse, pas de restrictions pour rentrer et sortir du territoire. En politique, l'UDC tenait aujourd'hui son assemblée virtuelle des délégués. L'occasion de donner ses mots d'ordre pour les votations fédérales, c'est 3 fois oui. L'occasion aussi pour le nouveau président du parti, le Tessinois Marco Chiesa, de galvaniser ses foules par écran interposé en critiquant la stratégie sanitaire du gouvernement. Thierry Clémence. Oui, c'est bien l'hymne national en virtuel. Pour l'UDC, il était hors de question d'ouvrir les feux autrement que par le cantique. Pas de fanfare donc, mais un disque, fredonné, on l'imagine, par chacun derrière son écran à la maison. Tout ça pendant qu'en coulisses, on préparait les cadeaux, ces boyalets sculptés comme de la dentelle et qu'on réglait les derniers détails. À l'heure des discours, c'est Marco Chiesa, le président de l'UDC, qui a dégainé le premier. Sa cible, vous la connaissez, c'est Alain Berset. Cette politique désastreuse fait à renverser le Conseil fédéral le plus cher de tous les temps. Des mots sévères pour sonner les cloches du Conseil fédéral dans son entier, ministre UDC compris.
accusé d'avoir instauré dans le pays un climat d'insécurité à la fois sanitaire et économique. Oui, absolument, il faut stimuler ce conseil fédéral parce que maintenant, on est dans une situation dans laquelle on ne comprend plus pourquoi les restaurants et les commerces doivent être fermés. Les données sont tout à fait claires. On a une stratégie avec le vaccin qui devrait fonctionner, mais maintenant, c'est le bon moment pour laisser les gens vivre. Guy Parmelin, le président de la Confédération et accessoirement UDC, lui a encaissé les coups sans vraiment broncher. Ouais, je ne sais pas si je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait son show. Il a joué son rôle, mais ça fait partie du jeu politique. Les partis jouent leur rôle. Nous sommes dans une démocratie directe. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'image aussi vis-à-vis des militants. C'est la même chose dans les autres partis. Et comme tableau final, l'UDC avait vu grand alignement de planètes improbables, mettre en scène ses stars, Andrea Sebi, Alex Couprecht et Guy Parmelin, les 3 présidents des chambres fédérales et de la Confédération pour 2021. Ce sont d'ailleurs eux, les Vénards, qui ont reçu ces fameuses boyalets déballées en début de séance. Nous vous l'apprenions hier, les cantons et la Confédération recevront davantage d'argent de la part de la Banque nationale suisse. En raison de la pandémie, elle lâche du lest et devrait verser jusqu'à 6 milliards de francs pour l'exercice 2020. Mais cette redistribution divise économistes et politiques. Estelle Braconnier. 6 milliards de francs, une somme record versée cette année par la Banque nationale suisse aux cantons et à la Confédération. Insuffisant en pleine crise sanitaire pour cet économiste. La situation est exceptionnelle, il faudrait donc une politique monétaire exceptionnelle, mais il faut aussi penser que, d'après la Constitution fédérale, la Banque nationale doit œuvrer dans l'intérêt général du pays. Et s'il y a de l'argent, comme c'est le cas présent dans les caisses de la Banque nationale, il faudrait que cet argent soit utilisé à bon escient. Il ne faut pas le laisser dormir dans les réserves, il faut soutenir l'activité économique, quitte à mettre de l'argent dans la poche des ménages. Sur ces 6 milliards, les cantons toucheront 4 milliards et la Confédération 2 milliards. Une contribution de la BNS inquiétante pour certains qui invoquent la nécessaire indépendance de la banque qui aurait subi des pressions. On regrette que des partis politiques aient exercé une pression et on ne souhaite pas que cette institution qui doit rester neutre et indépendante soit influencée par la politique dans le futur. Donc cette redistribution ne doit pas créer un précédent parce que les demandes politiques vont se multiplier. Le versement de la BNS se fera sur les 5 prochaines années selon une nouvelle convention fraîchement signée. Il sera variable en fonction des bénéfices annuels. Christian Lucher salue cette redistribution, mais elle ne doit pas être éternelle. La BNS n'est pas là pour boucher les trous de la Confédération, elle est là pour assurer la stabilité monétaire, la stabilité de l'économie, mais elle doit absolument garder son indépendance et ne doit pas être l'objet de convoitises régulières lorsque les temps sont tranquilles, si je puis dire. En 2020, la BNS prévoit un bénéfice de 21 milliards de francs, un chiffre qui sera confirmé le 1er mars prochain. Les banques centrales sont donc sollicitées dans le monde entier. Face à la crise du Covid, le produit intérieur brut de la planète a chuté de 3,5% l'an dernier. Nous vivons le pire choc économique depuis la grande récession de 1929. Une crise qui était forcément au cœur des discussions du Forum économique mondial qui s'est terminé hier, non pas à Davos comme le veut la tradition, mais en ligne. Pascal Jeanneret, vous l'avez suivi pour nous. Eh bien, sans le présentiel, on perd quand même un peu le sel de cet événement. Clairement, vous enlevez les milliers de rencontres de ces patrons et de ces politiques entre eux, vous avez plus qu'un quart de forum, vous enlevez les présences fortes, Trump l'an passé par exemple, ou les surprises toujours possibles, Mandela de Klerk en 92, il vous reste un 8e de forum. Effectivement, alors qu'il en aurait fallu un double de forum de Davos cette année, en cette année de crise, eh bien, on a eu quelques discours et quelques conférences en ligne. Des discours, des conférences en ligne. Qu'est-ce qui ressort quand même de ce forum cette année ? Eh bien, des réflexions sur les inégalités, par exemple, que le Covid creuse, on le sait, beaucoup d'experts le disent. Eh bien, l'idée que ces inégalités sont mauvaises pour l'économie et qu'il faudrait donc peut-être lutter contre ces inégalités pour mieux sortir de la crise. Alors vous me direz, ça fait 20 ans que le forum parle de croissance inclusive, mais c'est vrai que cette année, on est dans une telle crise et bien que peut-être il faudrait passer de la parole aux actes. Sur le climat aussi, l'idée que politique climatique et politique de relance devraient aller de pair, cette idée, elle est vraiment en train de se renforcer. On voit l'industrie qui se réoriente plus vite qu'attendu. On le voit, on l'entend aussi dans ces conférences. La finance également, les placements écologiquement responsables
rapportent de plus en plus que les placements traditionnels. La transparence qui est exigée de plus en plus sur l'exposition carbone des entreprises va encore accélérer la réallocation des investissements vers les énergies renouvelables. Au fond, on voit clairement que la neutralité carbone en 2050 est en train de s'imposer comme une nécessité, comme un fait qu'on peut anticiper. Et ça, en pleine crise du coronavirus, on aurait pu penser qu'au fond, ça passerait au second plan. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est une accélération comme une chance pour mieux sortir de la crise. Avec un autre élément qui rend aussi un peu de crédibilité à toutes ces paroles, c'est l'élection de Joe Biden et les actes qu'il a fait en arrivant à la présidence. Un plan de relance sans précédent pour l'économie, le retour dans l'accord de Paris. Donc on voit ici une convergence, un alignement et oui, peut-être une crédibilité de parole qu'il n'y avait pas l'année passée. Merci Pascal. Et vous parlez justement de Joe Biden. Le nouvel occupant du bureau ovale a vécu une semaine chargée. Il a signé une cascade de décrets pour tourner la page de son prédécesseur Donald Trump. On revient sur les 10 premiers jours de cette présidence avec Laurent Bourcalter. Il a promis de reconstruire l'Amérique. Le président Joe Biden ne perd pas une minute. Pour sa première sortie de la Maison-Blanche, il rend visite à des Marines blessés et assiste à leur vaccination contre le Covid. De l'écoute et de l'empathie, mais de l'action aussi. Celui que ses adversaires surnommaient Sleepy Joe signe des dizaines de décrets en une semaine, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Les crises passées nous ont appris que le risque n'est pas d'en faire trop, le risque est de ne pas en faire assez. Des mesures pour faire face à la crise sanitaire et économique, des décrets ordonnant le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, la poursuite du financement de l'OMS, la réouverture des frontières aux pays à majorité musulmane, la fin des contrôles de l'immigration illégale ou encore l'annulation du projet de prolongation du mur avec le Mexique. Bref, tout pour s'affranchir de l'ère Trump, notamment sur les questions sociales et environnementales. Contrairement aux administrations précédentes, je ne pense pas que le gouvernement fédéral devrait donner aux grandes compagnies pétrolières des subventions à hauteur de 40 milliards de dollars pour les combustibles fossiles. Je vais aller devant le Congrès pour leur demander de supprimer ces subventions. Les briefings sont à nouveau quotidiens, les échanges courtois. Les visages des autres membres du gouvernement et experts sont familiers. Le secrétaire d'État Anthony Blinken tente de rassurer les diplomates du monde entier en leur promettant que l'Amérique, qu'ils croyaient disparue, est de retour. Biden évite pour l'heure les affrontements sur la question sensible de la mise en accusation de son prédécesseur. Le premier grand test pour lui sera de faire passer, avec les républicains du Congrès, son plan d'urgence massif pour aider le pays à surmonter les ravages de la pandémie. L'affaire avait bouleversé la Suisse. Il y a 10 ans, le 30 janvier 2011, les jumelles Alessia et Livia disparaissaient de leur domicile de Saint-Sulpice, enlevées par leur père. Aujourd'hui, l'enquête policière continue, mais toujours aucune trace des jumelles. À l'époque, la police avait été accusée d'avoir attendu trop longtemps avant de réagir. Retour sur cette dramatique affaire avec Geneviève Dantan et Jessica Renaud. C'est l'histoire d'un divorce qui se termine en cavale dramatique. Il y a 10 ans, les jumelles Alessia et Livia sont chez leur père, mais ce dernier ne donne plus de nouvelles. La maman alerte alors la police. Au domicile conjugal, pas de traces des fillettes, mais un testament laissé par le père, Matthias Schepp. C'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Il avait une face plutôt sympathique, plutôt cordiale, avenante, sans être un grand rigolo. Et puis à la fois, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement méticuleux, précis, rigide, un peu glacial aussi, je pense. Matthias Schepp a ainsi planifié sa tragique course-poursuite entre Marseille, la Corse et l'Italie, laissant derrière lui une maman désespérée. Je voudrais faire un appel à tous ceux, à tous les témoins, à toute personne qui aurait pu voir mes filles Alessia, Livia. Mais Matthias Schepp continue sa folle cavale et chaque jour il envoie des messages inquiétants à son ex-femme jusqu'à son suicide sous un train 5 jours plus tard en Italie et cette dernière lettre. J'ai déjà fait mourir les filles, elles n'ont pas souffert et maintenant elles reposent dans un lieu tranquille. Et là on se rend compte que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. 10 ans plus tard, les fillettes sont toujours introuvables. La police continue l'enquête. Pourtant, à l'époque, elle avait été accusée d'avoir tardé à réagir et notamment de n'avoir pas déclenché l'alerte enlèvement. Le soir de la disparition, elle retrouve un testament dans la maison des Schepp à Saint-Sulpice. Elle ne réagit pas. La police vaudoise n'a pas été bonne sur cette affaire. On est dans un contexte d'inquiétude, mais en même temps d'un papa qui part avec ses filles, qui a déjà passé des vacances seul avec elles,
et qui est dépeint comme quelqu'un qui ne ferait jamais de mal à ses filles. La réalité, malheureusement, est tout autre. Depuis, la police a revu en partie ses procédures, mais toujours pas d'alerte enlèvement européenne. Quant à Irina Lucidi, elle a créé la fondation Missing Children pour les parents qui vivent le même drame. Les jumelles, elles, auraient aujourd'hui 16 ans. Jessica Jacou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste au Grand Conseil vaudois. Vous avez fait pression politiquement pour que la lumière soit faite sur cette affaire. 10 ans après, est-ce que vous avez l'impression que la police vaudoise a tiré des leçons de ce drame ? Je pense en effet que la police vaudoise serait nettement mieux outillée aujourd'hui si un tel drame devait se produire, notamment pour déterminer quel est le risque concret pour les enfants disparus. On sait que les premières heures sont absolument essentielles depuis l'annonce de la disparition des enfants. Et c'est vrai que la police cantonale a mis en place des nouvelles mesures, notamment grâce à des grilles d'analyse qui lui permettent d'être plus performants et plus efficaces. Mais tout cela reste bien évidemment très théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même drame pourrait se reproduire aujourd'hui? Malheureusement, oui. Et les cas d'infanticide ou de violence perpétrés sur des enfants dans des cadres de drames familiaux sont malheureusement encore trop nombreux. On peine à appréhender le phénomène. On peine également à mettre en place des mesures de prévention efficaces, notamment parce que nous n'avons pas de statistiques concrètes sur ces phénomènes-là en Suisse. Nous manquons d'éléments pour déterminer quelle est la quantité d'enlèvements parentaux dans le pays. Missing Children Europe estime que 22% des disparitions d'enfants sont liées à des enlèvements parentaux. On voit donc que le phénomène n'est pas du tout marginal. Rapidement, Jessica Jacou, l'alerte enlèvement existe depuis 2010 en Suisse, mais elle n'a jamais été actionnée, même pas pour la disparition des jumelles. On est trop sur la retenue, d'après vous ? Oui, je pense en effet qu'il faut véritablement assouplir le dispositif, notamment lorsque l'enfant a disparu en lien avec un parent. Aujourd'hui, l'alerte enlèvement ne peut pas être déclenchée si l'auteur de l'enlèvement est un parent. Je pense que c'est une règle qui doit être abolie. On doit assouplir le dispositif et on doit aussi travailler avec l'Europe afin que l'alerte enlèvement puisse être déclenchée dans les pays limitrophes à la Suisse. Cela ne fait aucun sens de continuer à réfléchir uniquement à l'intérieur de nos frontières. Il faut que nous soyons plus efficaces pour sauver des vies. C'est bien de ça qu'il s'agit. Jessica Jacou, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. En Valais, un important éboulement de rochers s'est produit la nuit passée vers 4 h du matin en amont de la carrière de Rarogne-Niedergesteln. Les 76 habitants évacués sont toujours dans l'impossibilité de rejoindre leur maison. La pluie semble à l'origine de l'éboulement. Et le spectre du Covid plane sur le secteur de la gastronomie. Avec la fermeture des restaurants, les apprentis sont inquiets. Leur formation est amputée de mois de pratique et les perspectives sont floues. En Valais, la moitié d'entre eux ne travaillent plus du tout et occupent leur journée comme ils peuvent. Reportage Erwan Jagu et Cédric Jordan. Depuis le 26 décembre et une nouvelle fermeture des restaurants dictée par les impératifs sanitaires, Marc trouve le temps bien long. L'ennui est présent parce que on est vite isolé, on ne peut pas forcément retrouver ses amis maintenant avec les limitations actuelles et puis on a quand même un métier avec beaucoup de contacts et là tout d'un coup on se retrouve tout seul entre ces 4 murs. J'essaie personnellement toujours de trouver des activités différentes pour diversifier un peu puis se motiver. Et pourtant le jeune apprenti spécialiste en restauration de 3e année n'a pas complètement arrêté de travailler. Il assure quelques heures de service dans l'hôtel-restaurant qu'il emploie. Ça met un rythme dans la journée et puis surtout c'est les seules heures qu'on a pour pratiquer notre métier. Mais les examens approchent et Marc est inquiet pour la qualité de sa formation. C'est vrai que on a 6 mois sans travail, 6 mois sans contact avec clientèle, sans contact avec le métier, donc ça fait souci un petit peu parce qu'on perd vite les habitudes. Voilà, on garde les mauvaises mais on perd les bonnes. Des préoccupations que partage Cédric, d'autant que lui, comme la moitié des apprentis spécialistes en restauration en Valais, a cessé toute activité professionnelle. La journée hebdomadaire de cours théoriques est le seul lien qu'il conserve avec sa formation. C'est la seule journée où on parle de restauration, on parle des branches de culture générale, de langue et communication, et en allemand comme en ce moment. Donc oui, je crois que c'est important de garder au moins cette journée de cours. Une situation très difficile sur le plan psychologique pour ces jeunes. Comment vous traversez cette période? Je veux dire, au niveau du moral, ça va ou bien si c'est dur? Les responsables de la formation professionnelle sont préoccupés.
Nous avons rencontré plusieurs jeunes qui étaient complètement désespérés de par la situation. Ils se retrouvent oisifs, certains gèrent très très mal cette situation. Je crois que certains sont prêts vraiment à lâcher prise totalement et pourraient même peut-être commettre des actes irréparables. C'est en tout cas le souci du directeur que je suis. Pour éviter une rupture trop importante dans l'apprentissage, des cours-blocs de formation pratique seront mis sur pied par l'école et les associations professionnelles dès le mois prochain, en attendant la réouverture des restaurants. Nous sommes le samedi 30 janvier, c'est la dernière ligne droite pour toutes celles et ceux qui se sont lancés le défi du Dry January ou janvier sans alcool. Alors avec le semi-confinement, les tentations sont forcément moins nombreuses, les restaurants sont fermés comme celui devant lequel vous vous trouvez, Théo Janet. Et cette année, le Dry January a pris une ampleur toute particulière. Eh bien oui, il a pris de l'ampleur d'abord sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a jamais rien eu d'officiel, jamais rien d'organisé en Suisse. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis cette année, l'Office fédéral de la santé publique, que l'on connaît bien aujourd'hui, a décidé de financer un programme de promotion du Dry January. Mais voilà, en Suisse, pays de tradition viticole, proposer aux Suisses d'arrêter de boire de l'alcool pendant un mois, ça ne séduit pas tout le monde. Ajoutez à cela une crise sanitaire, une crise économique qui touche de plein fouet les milieux de la restauration. En Valais, par exemple, le Grand Conseil s'est exprimé contre cette campagne de sensibilisation, jugée trop dangereuse pour les milieux de la restauration, pour les cafetiers et restaurateurs. Alors aujourd'hui, les ventes de certains alcools sont en diminution. Une diminution qui n'est pas uniquement due à cette sensibilisation. Vous l'imaginez bien, la fermeture des restaurants, vous le constatez d'ailleurs autour de moi, elle n'y est pas pour rien. On vous explique tout avec Johan Métry. Motier, ce matin, dans le Val de Travers. Chaque année, plus d'1 demi-million de bouteilles sortent de cet ancien monastère fondé il y a plus de 1500 ans. Dans la fraîcheur de ces anciennes cryptes, du vin mousseux, produit phare de la famille Moller, 4e génération à la tête de l'entreprise, et en ce début d'année, elle peut déjà poser un regard sur les ventes de l'an dernier. Il y a eu une diminution, mais pas du tout aussi importante qu'on pouvait le craindre. Ça pourrait se chiffrer autour des 10% de diminution. Donc on est quand même bien remonté par rapport aux 30-40% qu'il y avait à la fin du printemps. Si le vin mousseux neuchâtelois n'est pas à la fête, il n'est pas un cas isolé. L'an dernier, les ventes de champagne dans le monde se sont effondrées, moins 18%. Alain Chaux-de-Fonds, cet ancien professeur en hôtellerie, est actif dans l'importation de champagne. Ses plus grands clients, ce sont des restaurants et des événements. L'an dernier, il a vendu moins, mais note une modification des comportements de consommation chez les particuliers. Je ne sais pas si c'est vraiment parce que les restaurants sont fermés ou tout simplement ils voulaient avoir du bon vin, mais il y a eu beaucoup plus de personnes privées qui ont fait des commandes. Une hausse des ventes en ligne qui ne compense pas la baisse de la consommation en restaurant. Aujourd'hui, producteurs et importateurs attendent avec impatience la réouverture des restaurants pour retrouver l'effervescence des ventes habituelles. Savoir lâcher prise, ne pas chercher à tout contrôler, voilà les premières recommandations du philosophe français Fabrice Midal. Et en cette période de restrictions sanitaires, on a envie de l'écouter. Avec la crise, il est plus que jamais important de créer ses propres rituels et activités pour trouver un peu de sérénité. Julie Evard et Mathieu Lombard. Morale en berne et sinistrose. Le Covid, les mesures sanitaires, les semi-confinements qui se succèdent, plusieurs études l'ont montré, tout cela affecte beaucoup les Suisses. Mais pour ce philosophe et écrivain français, auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dans un tel contexte, il ne faut surtout pas chercher à tout contrôler. C'est simple, il faut se foutre la paix. Parce que si on se dit, il faut que je réussisse à faire le confinement, il faut que j'ai pas peur, il faut que j'ai pas ça, alors là, ça vous bloque. La période doit inciter chacun à s'interroger sur ce qui peut lui faire du bien. Qu'est-ce qui, pour nous aide à être le plus vivant et le plus juste dans cette situation-là? Et donc d'inventer autrement notre vie qu'on ne pouvait le faire avant. Pour Fabrice Midal, c'est la méditation qu'il pratique et enseigne depuis longtemps. Et pour les personnes qui souffrent, ce psychiatre confirme l'importance de ces pratiques en dehors ou en plus du champ médical.
Les techniques, par exemple, de méditation, de pleine conscience ou d'auto-hypnose ou de relaxation pourraient être effectivement un outil très utile. Après, je dirais plutôt que c'est important de favoriser, de chercher des sources de plaisir dans le quotidien ou de privilégier les activités, même solitaires mais satisfaisantes, comme lire un livre ou écouter de la musique. Confirmation sur le terrain, quelques passants livrent leurs recettes contre la sinistrose. Activité dessin cet après-midi en famille. Moi, j'aime bien faire de la méditation. C'est juste après la première vague que j'ai commencé. Je viens d'aller à la pâtisserie acheter des gâteaux. Donc ça fait du bien aussi pour se changer les idées. J'aime bien pêcher à la mouche, être en rivière dans la nature. Pour moi, ça, c'est ma méditation à moi. Vos yeux sont ouverts et prêts à accueillir. Le lâcher-prise, une clé pour moins souffrir de la crise. Tout ce qui peut surgir. Et la pandémie n'a pas que des mauvais côtés, c'est l'occasion de faire du tri, de ranger, de mieux organiser son intérieur. Ça vaut pour vous et moi, mais également pour les musées. Avec la fermeture forcée, de nombreuses institutions profitent de l'occasion pour prendre soin de leur collection. Reportage Léa Gelmini. Nous sommes au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Ici, on profite de la fermeture pour être aux petits soins des collections. Ça, c'était une œuvre qui, dans la couche picturale, présentait des soulèvements. Il était prévu qu'elle reste encore plusieurs mois sur nos murs. Alors, c'est finalement une assez bonne chose que de pouvoir intervenir rapidement. C'est aussi l'occasion de se lancer dans des chantiers prévus de longue date. La fermeture a servi de coup d'accélérateur au réaménagement de ce dépôt. Les tableaux étaient rangés dans des étagères, en fait. Et tout à coup, on a pu vider le dépôt, utiliser les salles d'exposition vides comme lieu d'entreposage des œuvres, et puis installer ces systèmes de grilles. Ça nous donne un outil qui permet de stocker ces tableaux de manière très sécurisée. Le semi-confinement, c'est un moment privilégié pour se pencher sur des objets stockés, mais pas encore étudiés. Voilà, chasse au trésor. C'est vrai que ça, c'est des boîtes que je n'ai pas beaucoup ouvertes jusqu'à maintenant. On fait énormément d'événements pour le public, mais on doit continuer à gérer nos collections et on a de moins en moins de temps pour le faire. Donc là, c'est vraiment une bonne manière de pouvoir replonger dans nos collections. Car les musées ont bien sûr pour mission d'exposer et de transmettre, mais aussi de conserver et d'étudier. Des missions moins visibles, mais fondamentales d'un point de vue scientifique. Yael, biologiste en stage au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, consacre désormais son temps à cette immense collection de mollusques. Je dois trier et classer ces mollusques et les rentrer dans la base de données du musée pour que d'éventuels autres chercheurs puissent aussi avoir accès à ce genre de données. C'est des occasions qu'on a de se reposer aussi des questions sur finalement qu'est-ce que c'est qu'un musée, quel est notre rôle ou nos missions, et puis comment on peut imaginer cette relation avec le public parfois un petit peu plus distendue comme ce qu'on l'a vécu maintenant. Les musées saisissent le temps offert par la pandémie pour se consacrer à leur mission de conservation dans l'attente du retour du public. En sport, Laragout Berami affiche une forme insolente en cette fin janvier. La Tessinoise a décroché son 3e succès consécutif de la saison aujourd'hui à Garmisch en Super G. Plus que jamais leader de sa discipline, la voilà propulsée à la 2e place du classement général de la Coupe du Monde. Michel Ditria. Sacrée Laragout Berami, elle remporte aujourd'hui sa 3e victoire de la saison, la 29e de sa carrière, mais surtout, elle se replace désormais dans la lutte pour la première place du général de la Coupe du Monde, 62 points derrière la leader Petra Vlhova, 10e aujourd'hui. Qui l'eût cru en début de saison? Beaucoup de gens pensaient que j'aurais même dû arrêter, que je n'allais même pas être dans la condition de gagner une course. Et après 3 mois, on parle de général. Cela démontre comme dans le ski, dans le sport en général, les choses peuvent aller vite dans toutes les directions, en positif et en négatif. Quelle fluidité, quelle assurance, quelle facilité. On a retrouvé aujourd'hui la Laragout Berami des grandes années. Sur cette piste Kandar, elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Mais fidèle à elle-même, la Tessinoise n'est pas totalement satisfaite de sa course. C'était difficile à skier, donc j'ai plutôt essayé de libérer les skis et faire courir parce que souvent je me suis retrouvée un peu à côté de la ligne ou pas vraiment en train de faire le plan que j'avais dans la tête. Mais c'est ça aussi la différence. J'ai confiance dans mon ski, je me sens bien quand je descends, donc j'ai aussi un peu plus de confiance à laisser aller le ski et le libérer même quand je devrais corriger.
Malgré tout, la Tessinoise a fait le trou face à la concurrence. Elle relègue la Norvégienne Kaisa Vikofli à 68 centièmes. 2 autres Suissesses terminent dans les 10 premières, Corinne Souter 7e et Priska Noufer 8e. Demain, un nouveau Super G sur cette même piste. Peut-être l'occasion pour la skieuse de Komano de se rapprocher encore plus de la première place de la Coupe du Monde. Et chez les hommes, Ramon Sennhuysen a frôlé l'exploit au slalom de Chamonix, 2e de la première manche derrière Marco Schwarz. Le Haut-Valaisan termine finalement sur la seconde marche pour 16 centièmes. C'est son 2e podium de l'hiver. Autre Suisse à s'être mis en évidence, Luca Erni a réussi une 2e manche extraordinaire, remontant de la 29e à la 4e place. La victoire est revenue à l'homme en forme du moment, le Français Clément Noël. Et on va se quitter avec ce saut impressionnant de Mathilde Gremaud aux X-Games d'Aspen dans le Colorado. La gruyérienne a écrit une page d'histoire en devenant la première femme à réussir un double cork 440 en compétition, un double salto avec 4 rotations, un exploit qui lui permet de cueillir sa 3e médaille d'or. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret. Et puis, les 2 Vincent seront de retour avec 52 minutes de concentré d'humour. C'est toujours bon à prendre dans cette grisaille ambiante. Très joyeuse soirée à vous sur la RTS. On se retrouve demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.